Marielle, je suis trop content. On a échangé les places. Ouais. Ça serait presque toi qui devrais m'interviewer presque. Prochain épisode. Chiche. Allez, Allez. sans problème. Je suis trop content. J'allais dire, on se Moi tourne aussi. autour. Oh. Ça commence bien. Professionnellement, Mais bien sûr, évidemment, depuis des années. Exactement. Ouais. Comme on coupe rien, on laissera ça pour un début, c'est cool. Au moins, c'est clair. Exactement. Bon. Non, mais ouais, ça fait longtemps qu'on veut se parler. Tu Mm. me parles de pulpe, on me parle de pulpe. On va chez les pros, on trouve pulpe, alors qu'on trouve pas les autres, s'il existe d'ailleurs. Donc voilà, je suis très content, très content. Et puis, je pense qu'on a les mêmes combats intérieurs, c'est-à-dire que, entre guillemets, on veut essayer de secouer le cocotier de l'institutionnel. Et nous, on essaie et toi, tu y arrives. Donc, c'est très cool. Donc, je suis trop content. On va parler de plein de choses. Pour faire le petit sommaire avant de te laisser te présenter, en fait, je veux que tu me racontes ça. Comment a germé l'idée? Comment tu as réussi à, entre guillemets, à embarquer la machine et à embarquer tout le monde avec toi et faire un truc de dingue? Et puis, tu vois, tu me disais, vous avez le numéro 3, vous êtes au numéro 5. Ouais. 5, donc 5 numéros une fois par an. Maintenant, 2 hors série. 2 hors série. Depuis aussi. Comment tu tiens le rythme en fait? C'est ça, faire un magazine cool une fois, 2 fois, c'est bien. Quand tu répètes l'édition X fois, comment tu gardes le rythme? Et puis, tu m'en as un peu parlé, c'est pour ça qu'on a vite commencé le podcast, parce que comme d'hab, on fait un peu l'émission avant l'émission. Mais la grande suite pour la suite, il y a pas mal de trucs cool qui vont arriver. On a 1h30, grosso modo, pour parler de ça. Cool. Mais avant ça, Marielle, je te propose de te présenter. Alors, donc moi, j'ai commencé mon parcours par la littérature. J'arrive de la littérature, de la prépa littéraire, d'une formation littéraire à la faculté, d'une passion pour la lecture et pour l'écriture. C'est ce qui a fait, alors d'abord l'Hippocagne, parce que j'insiste, parce que c'est une école de la vie, mais également une école de la méthode. Après ça, on n'a peur de rien. Donc, quelle méthode de travail, de rigueur, de rigueur et d'exigence. Et en fait, c'est comme toi qui es danseur, bien sûr, c'est comme quand tu fais de la danse et que tu as la base classique. En fait, c'est un trampoline sur lequel tu peux aller le plus haut possible. La littérature et l'Hippocagne, c'est une base classique qui reste en toi et qui te permet d'aller faire bouger les cadres, parce qu'il y a ce côté très solide sur le socle qui est acquis, quoi, qui est un shoot de culture générale immense qu'on prend en l'espace d'un an, qui m'a beaucoup formée, qui m'a beaucoup forgée. Donc moi, j'ai ce cursus-là, j'ai pas du tout fait d'études de communication, et j'arrive vraiment de l'écriture et de la littérature. Donc passionnée de bouquins, et donc qui dit littérature dit culture, et j'ai commencé les premières années à travailler pour des festivals de cinéma locaux. Dans le coin ici? Ouais, Ah bon? ouais. Festival du film d'histoire à Pessac, Festival des toiles filantes au pôle régional d'éducation à l'image, Festival du film latino-américain, le plus vieux festival de Cinoche de Bordeaux, avec un seul salarié, donc Bibi, et plein de bénévoles passionnés de cinéma. On faisait venir des réalisateurs qui arrivaient pieds nus du Brésil, j'ai rencontré des gens extraordinaires, donc ça aussi, ça a été une richesse vraiment immense. Je me suis occupée à la fois de la communication, mais aussi d'accueillir 10 000 gamins sur des sessions de festival, donc à transmettre, à être dans l'échange, à connaître la culture du cinéma, l'éducation à l'image. Je pense que ça m'a beaucoup apporté sur le côté transmission et enrichissement au final. Et puis, un jour, j'ai passé les concours de la fonction publique territoriale parce que je voulais tester je voulais tester mon sens du service public. Comment je savais qu'il t'arrives là? était aiguisé. Parce que j'étais intéressée par une culture générale, par un cursus généraliste. Depuis le départ, j'ai toujours eu un cursus généraliste, côté touche à tout. Et donc, je voulais tester mon engagement en direction du service public. Donc, j'ai passé mon concours, j'ai eu un bébé entre-temps, mais j'ai perdu mon concours, mais je l'ai repassé. Et je suis rentrée dans une collectivité territoriale dans laquelle j'étais la petite dernière. Et 4 ans plus tard, j'ai été nommée DIRCOM par le maire de cette collectivité. Donc, je dirigeais 18 personnes parce que j'avais l'accueil de l'hôtel de ville, du numérique, des archives. Il y avait à peu près tous les métiers. Et de la com, bien sûr. Et c'était à Blanquefort. Super ville, et puis confiance totale des élus, parce que moi j'ai eu beaucoup de chance aussi là-dessus, et j'ai pu m'éclater, et j'ai touché à ce qu'on appelle le magazine municipal, qui est en soi un défi, parce que bosser chez Chanel c'est cool, mais bosser pour un magazine municipal c'est beaucoup plus éclatant pour un communicant, parce que il y a plein de codes à faire bouger. Et
j'ai eu la chance d'avoir une équipe à l'époque qui est montée dans le train avec moi. Et on a commencé à casser quelques codes, à faire des unes, pas piquer des verres, à faire un travail d'écriture aussi qui était légèrement décalé. On a remporté 2 prix nationaux avec l'équipe sur la presse territoriale pour le travail qui a été fait. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment me rendre compte que ce qui me plaisait, c'était à la fois la communication, mais aussi le fait de porter ça avec une équipe en interne. Voilà. Et c'est un luxe que d'avoir dans les collectivités une équipe internalisée pour faire de la com, bouger les cadres, et un élu qui fait confiance et qui laisse diffuser ça à toute une population. Donc les étoiles s'étaient alignées pour ça. Et puis comme tout allait bien, je suis partie. Donc j'ai flashé pas quand sur... tout va bien? Si, mais quand il y a un poème de Blaise Cendrars qui dit « Quand tu aimes, il faut partir ». Donc, de temps en temps, il faut savoir bouger. Et je pense qu'un DIRCOM, il faut qu'il sache aussi partir pour que la communication se renouvelle, d'un côté. Et puis pour lui aussi, pour s'épanouir ailleurs. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop stable comme gens là-dessus. En tout cas, on n'est pas forcément du style à faire une carrière dans une même structure. Donc, étant donné que c'est quand même des gens qui sont curieux, je trouve que voilà, ça nous va plutôt bien. Et donc, j'ai flashé sur l'annonce de Gironde Tourisme. Je me suis dit, mon Dieu, le tourisme, quel défi! Et effectivement, je n'ai pas été déçue du voyage. Je suis arrivée à Gironde Tourisme, il n'y avait pas de service com. Donc, on m'a laissé là aussi créer le service avec des métiers de communicants. C'est-à-dire que nous ne sommes pas experts en tourisme, nous sommes experts en communication. Et ça, c'est quelque chose qu'on revendique en interne comme en externe, avec un savoir-faire de métier, que ce soit l'attaché de presse, le chef de projet digital, le graphiste, la responsable promotion. On est vraiment sur des métiers qui sont capables de travailler ensemble et de porter ensemble la communication de la destination. Donc, nous n'avions rien, si ce n'est un site internet qui avait à peu près 50 milliards d'années. Et donc, nous avons reconstitué des outils de communication, évidemment basés sur une stratégie, et on y est allés tous ensemble. Voilà. Est-ce que j'ai été trop longue? Non, non, tu sais, c'est que le début, donc tu vas parler beaucoup. Pardon. Moi, je vais parler très peu. Ce qui est génial, c'est qu'on peut dire que c'est de la chance. Alors, tu peux manger un bon moment. Je vais boire de l'eau. Tu bois de l'eau, t'inquiète pas. On dit que c'est de la chance la première fois, mais tu as réussi à le faire 2 fois. Première fois, tu bouscules les codes d'une mairie, tu arrives à attraper une ligne éditoriale un peu différente, à embarquer de l'interne. Parce que souvent, même ce que je dis aux clients, c'est surtout les institutionnels, c'est que votre métier de demain, je pense, c'est de devenir l'agence de com de votre territoire, en fait. Une fois qu'on a dit ça, c'est cool, mais en réalité, il y a ce qu'on dit nous, parce que nous, on est dans une vibration permanente. Dans l'institutionnel, tu as des pressions qui sont un peu différentes. Tu as réussi à le faire dans une mairie, tu arrives à le refaire dans un département. Comment par quel fil tu tires de la pelote en premier? Comment tu fais? Le premier fil, c'est le feeling avec l'élu. C'est-à-dire qu'il faut quand même tomber sur des élus rock et ouverts. Ça, c'est de la chance. Et t'avais le cas à chaque fois? Ouais, mes élus, tous, ont été rock et ouverts. Mais alors, tu ne le savais pas avant, en plus. Non, mais pour moi, la communication, c'est d'abord de la médiation. Donc, c'est la capacité à expliquer le projet, à expliquer les tenants, les aboutissants, pour expliquer qu'on ne fait pas du décalé pour faire du décalé. Ce qui est décalé, c'est de communiquer comme les collectivités l'ont fait, comme dans les années 80, quoi. C'est ça qui est décalé. Aujourd'hui, s'adresser à des administrés, c'est aussi répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Et puis surtout, la communication, c'est une histoire d'interpellation. Donc, sortir du lot, parvenir à interpeller quand on est un magazine municipal et qu'on arrive entre la pub Le Roi Merlin et le catalogue de Noël, ben ouais, c'est un défi. Alors moi, j'adore les défis, mais il y a beaucoup de travail de back-office qu'on fournit avec l'équipe. Chacun dans nos métiers pour défendre et porter ensemble. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que c'est un projet collectif. De la stratégie naît un projet collectif qu'on porte tous ensemble. Et c'est ce portage collectif qui, je pense, fait que ça fonctionne, vraiment. Alors, ouais, parce qu'on en voit des projets collectifs qui ne vont pas à ça. Oui, je sais. Alors, par contre, ce que j'adore, ce que tu dis, c'est de la médiation et c'est pas de la... J'ai pas le mot qui me vient à l'esprit, mais c'est pas de la conciliation. On ne cherche pas à faire consensus. Non. Parce que dans tout ce que tu fais, il n'y a aucun consensus. Non. Et pourtant, tu arrives à faire passer l'idée de ça. Oui. Tu le fais d'abord passer à l'élu? Non. L'équipe. À ton équipe. L'équipe. C'est l'équipe d'abord. D'abord, c'est un feeling avec l'équipe. C'est apprendre à se connaître. Je pense qu'au départ,
c'est compliqué pour eux de me comprendre sur, en tout cas, le fait de vouloir bouleverser les choses, c'est pas forcément évident. Mais pour autant, j'ai eu la chance d'avoir toujours des équipes qui étaient carrément partantes parce que je pense que c'est des gens qui sont fun et surtout qui ont envie d'avancer. Et finalement, quand on est challengé, c'est encore plus cool, quoi. Donc c'est comme ça qu'on est partis tous ensemble. Effectivement, il y a des projets collectifs qui n'aboutissent pas. C'est une histoire d'alignement des étoiles et c'est aussi pas qu'un alignement des étoiles, c'est aussi beaucoup de travail. Parce que moi, ce que je défends quand je propose des stratégies de communication, c'est la valeur de l'équipe en interne. C'est-à-dire que nous sommes des communicants, mais nous sommes aussi des artisans. Il y a un savoir-faire chez nous que tu peux trouver nulle part ailleurs. Le savoir-faire, il est dans l'énergie qui se dégage de ce qu'on produit, de ce qu'on veut. Il y a une énergie, par exemple dans l'équipe aujourd'hui que je dirige à Gironde Tourisme, il y a une énergie énorme. On s'est tous mis autour d'un projet typiquement Pulp, on est tous autour. C'est le bébé de tout le monde, mais c'est pas un bébé en fait, c'est pas un bébé, c'est dans le sens où on a beaucoup d'affection pour lui, c'est un projet qu'on porte tous ensemble parce qu'on est convaincus que la communication, elle est là aussi. Le projet de communication, il est là. Et donc, c'est d'abord l'équipe et ensuite, on le porte en direction de l'élu qui ouvre des yeux comme ça et qui après se dit finalement, c'est aussi intéressant pour l'image parce que dans ce flot de communication, il faut quand même tirer son épingle du jeu. Et ce qu'on cherche, nous, à travers la forme complètement décalée qu'on adopte, c'est le fond. Et ce qu'on essaye de tirer, c'est la plus-value et cet ADN qui va faire que le fond va épouser la forme. Voilà. Et puis moi, je connais... Si ah non, mais c'est très clair. Et puis, il y a l'équipe, évidemment. Et je pense qu'il y a la source aussi. Moi, je connaissais un peu l'équipe Gironde Tourisme avant. C'est la même que maintenant. Il y a quand même un truc tu vois, que tu as réussi. Enfin, toi et collectivement, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a une flamme... Alors, est-ce que c'est au travers de toi? Est-ce qu'au travers d'un projet de dingue où tout le monde te suit? Mais il y a un truc quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un côté à la fois enthousiaste et entêté. C'est-à-dire que on sait aussi. Je pense que l'équipe, la grande équipe Gironde Tourisme, c'est aussi ce qui était recherché en me recrutant. Voilà, c'est pas par hasard non plus. On connaissait mon travail par ailleurs, donc tu sais qu'a priori, je vais pas proposer quelque chose de très classique. De très lisse et donc oui, ça a fait bouger les lignes aussi au sein de l'équipe Gironde Tourisme. La première édition qu'on a sortie avec l'équipe s'appelait Feuille de vigne et bikini. Je pense que tout le monde est tombé par terre. Et ça a été compliqué à défendre aussi, et il faut s'accrocher. Ce qui est cool et ce qui marche aussi, c'est dans l'entêtement, ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité, c'est que tu passes au-delà et t'y vas. Parce que, non pas parce que tu es sûr que ton projet fonctionne, mais parce qu'on y croit et qu'on a envie d'aller jusqu'au bout du projet pour montrer que justement cette communication territoriale, elle peut être différente, que l'institution peut se valoriser différemment. Et elle se valorise la plupart du temps en s'effaçant. Ce qu'elle ne savait pas faire auparavant. Et de plus en plus, y compris quand on voit les autres communications touristiques, l'institution s'efface derrière. Et Dieu merci. L'institution, c'est la maison mère, c'est ce qui définit la feuille de route politique, c'est l'organe le plus important dans notre façon de fonctionner. Et il n'est évidemment pas question de la mettre de côté. Mais nous, on est une émanation du département et on est une agence opérationnelle. On est là pour montrer autre chose aussi du département. Le département a sa propre direction de la communication qui agit en direction des administrés et qui a une culture publique, ce qui est bien logique, d'information auprès des citoyens, notamment sur tous les sujets sociaux. Nous, on est là vraiment pour donner du sens à ce qu'est ce territoire girondin qui est immense, hyper diversifié. Hyper éclectique aussi. C'est super dur de communiquer dessus. On a l'océan, on a le bassin, on a la ville, on a le slow. Et des marques très fortes à l'intérieur du département. Exactement, des marques très fortes. Et puis impulser la solidarité territoriale, ça se décrète, mais pour le faire, c'est un peu plus compliqué. Donc ouais, c'est des défis permanents. Et ça nous pousse en fait, je pense aussi. Et ça qui a été beau. Et je trouve que ce qui a été malin. Alors après, parce que nous, on parle comme si tout le monde entier connaissait Pulp. Et oui, on va le présenter. Le monde entier connaît Pulp. Oui. Bientôt, bien sûr. Ce qui est génial en plus, c'est que, et ça, tu vois, je l'ai découvert au travers aussi de ce que vous avez fait.
on essaie de le pousser, mais pas assez fort, tu vois. C'est que on est le département de la Gironde et on veut toujours parler de la Gironde. Vous avez pris de la niche, en fait. Le tourisme viticole. Je dis pas no-tourisme exprès. Et en fait, c'est presque plus facile parce que du coup, tu mets de côté les marques très fortes en disant, pour ce projet-là, on prend une niche. Et comme on prend une niche, on n'a pas besoin de parler de tout. On peut s'éclater à fond. Oui, et puis quand on est arrivé, on nous a dit, alors voilà, la feuille de route, c'est de faire du vignoble une destination touristique. Et puis après, on nous a dit, la feuille de route, c'est aussi de promouvoir l'itinérance. Puis après, on nous a dit, mais la feuille de route, c'est aussi d'être engagé et de montrer que la Gironde est accessible à tous, à la fois en termes de mobilité, mais aussi en termes d'accessibilité financière et autres. Oui, mais il y avait une autre feuille de route aussi, qui était de montrer que le tourisme social et solidaire était super important parce qu'on travaille en lien avec les travailleurs sociaux. Donc, 1000 projets, 1000 stratégies, énormément de choses sur la feuille de route. Et ce qui restait quand même le dénominateur commun, c'était de dire, justement, on a un littoral qui attire énormément. Invitons les visiteurs à aller à l'intérieur des terres. L'intérieur des terres, pour nous, c'était le vignoble. Ce vignoble, c'est l'ADN, c'était aussi l'image à casser parce que Bordeaux souffrait de Bordeaux bashing, Bordeaux souffrait de son ambition et d'un positionnement un peu prétentieux par rapport aux autres vignobles. Donc ça représentait pour nous un challenge de com énorme. Et donc on a pris cette feuille de route et on a dit, nous, le vignoble, pour nous, c'est pas une destination touristique, c'est un lieu de vie et un lieu de sortie, complètement différent. Ouais. Donc on cible les locaux et les touristes en séjour. Et on va chercher les guinguettes, les after-work, les escape games, les ateliers, les sorties entre potes, une alternative finalement à Bordeaux et aux grosses marques de la destination, même si Saint-Émilion et que le littoral font partie de Pulp également. Voilà. Et donc comment germe l'idée ? C'est-à-dire que toi, on te dit, voilà mon objectif, présente-moi un projet dans 3 mois ? D'abord, il y a eu de la concertation avec tous les territoires. Okay. De toute la Gironde ? Y compris ceux qui ne sont pas, entre guillemets, à l'intérieur des terres ? Tout le monde. Pour un petit peu analyser l'état de l'offre no touristique sur le vignoble, sachant qu'il y a une marque qui s'appelle Bordeaux Wine Trip, dont nous avons hérité, qui avait été gérée par Bordeaux et qui est une marque qui appartient au CIVB. Okay. Donc nous devions revoir Bordeaux Wine Trip, absolument, nous l'avons refondu, c'est une agence de marque qui a créé une marque Bordeaux Wine Trip. Pour autant, derrière, il n'y avait pas forcément de teneur. Et moi, j'avais adoré en fait l'idée du média de marque qui existe depuis une centaine d'années, parce que ça a commencé aux États-Unis il y a une centaine d'années. Et au final, c'est la marque qui ne dit pas son nom. Mais il y a une raison. C'est qu'en fait, on sort de ce process de marque et on part sur vraiment une histoire à raconter. Typiquement, on aime bien prendre l'histoire de Courir, qui est un site qui vend des chaussures, mais qui a un média sur le côté street urbain et qui raconte l'urbanité dans la rue et qui prend le produit et qui raconte une histoire autour. C'est exactement ce qu'on a fait avec Pulp. Voilà, l'idée du média, elle est là. C'est un média de marque. Alors, il ne porte pas le même nom, mais c'est pas grave, en fait. Bordeaux Wine Trip, c'est le vaisseau amiral qui recense, c'est une agence de voyage touristique en fait, ça recense vraiment, on commercialise pas, mais ça recense vraiment toute l'offre. Pulp, il raconte, donc il raconte, il incarne et il se permet de digresser, il se permet de sortir du cadre, il se permet de jouer au petit reporter et de se lancer dans une aventure médiatique. Et à aucun moment, il y a un lien entre les deux. Tu retrouves Pulp sur Bordeaux Wine Trip. Ouais. Vous ne vous entêtez pas à toujours mettre le logo de l'institution, le logo de Bordeaux Wine Trip. En bas. Il y est. Ouais, il y est systématiquement. Ouais. Exactement. Moi, j'avais même pas fait il y est. Et ça, oui, en fait, on renvoie sur Bordeaux Wine Trip. Et évidemment, l'idée, c'est de renvoyer sur Bordeaux Wine Trip. Mais au-delà de ça, le concept de Pulp, c'est d'être un écosystème médiatique qui raconte autre chose et qui va valoriser Bordeaux Wine Trip, ce qu'est Bordeaux Wine Trip aujourd'hui. Finalement, dans Bordeaux Wine Trip, aujourd'hui, tu as toutes les offres qui remontent via notre base de données Sirtaki, mais si tu es 15e sur la vignette, on ne te voit pas, tu as la 15e page, et ça remonte, tu as beau filtrer, tu as beau faire tous les systèmes ingénieux qu'il faut, il n'y a pas d'âme. Mais c'est l'actu froide. Là, c'est de l'actu chaude. Et le fait de créer un média donne aussi corps et vie en fait à l'actualité du vignoble. Ce qu'on voulait, c'était montrer que le vignoble
regorgé d'activités et qu'il y avait de l'info tous les jours, ce qui est un challenge. À l'époque, tout n'était pas ouvert tout le temps. J'allais te dire, est-ce que c'est réel en plus? Ouais, tous les jours on poste les news du jour. Il y a toujours un truc qu'on poste. Maintenant, et vous réussissez à trouver la bonne chose à faire selon votre ligne édito. Il y a entre guillemets, il y a assez d'offres, il y a vraiment de quoi faire. Alors, tous les labellisés Vignoble et Découverte qui bossent avec nous taguent sur notre compte Instagram qui est très engagé. Notre public sur Instagram a entre 18 et 44 ans. Il est super engagé et donc on est le média des labellisés. Notre filtre, c'est les labellisés. Donc en fait, ils nous taguent comme ils tagueraient Sud-Ouest et comme ils tagueraient quoi faire à Bordeaux. Est-ce que la marque, elle n'est pas devenue plus forte que... Le média n'est pas devenu plus fort que la marque Bordeaux Wine Trip? Non, je pense que on n'a pas forcément valorisé Bordeaux Wine Trip comme on aurait dû parce que ça nous aurait ça demandait une promotion internationale. Bordeaux Wine Trip demande une promotion internationale et nationale et nous n'avions pas l'armature pour le faire. Nous, on a les pouvoirs en local. On a vraiment de quoi rayonner en local, mais c'est vrai que les moyens financiers et humains, on ne les a pas nécessairement sur de la promo nationale et internationale, et d'autant plus depuis le Covid. Donc, ce n'est pas du tout qu'on a laissé tomber la marque. La marque, elle est là, elle existe. C'est aussi un réseau de professionnels, c'est un site internet, c'est plein de choses. Le média, ce n'est pas une marque. C'est un média de marque. C'est pour ça que j'ai fait le lapsus, je suis revenu. Mais je te corrigerai. Non, parce que c'est aussi l'objet des débats. C'est un vrai média. Voilà. Et donc, l'idée est née de créer ce média-là. Et la condition qu'on a posée, parce que nous, on pose des conditions à nos élus, c'est de dire c'est un média qui ne dira pas son nom. C'est-à-dire qu'il ne donnera pas ses origines. Dans le sens où c'est le collectif qui signe, donc Bordeaux Wine Trip, et on ne signe pas avec les logos institutionnels. C'est ça qui je l'avais même pas remarqué quand tu me l'as dit, je me suis dit, mais c'est évident. Et ça, c'est quand même... Dès le départ, tu l'as dit, ça? Ouais. Et ça a été accepté dès le départ? Ouais. Et ça, et le fait qu'on colle au code de la presse. Nous, on voulait coller au code de la presse populaire. Donc, en fait, le no-tourisme, on le voit comme un art de vivre. Et on s'est amusé en épousant les codes de la presse populaire pour parler au plus grand nombre possible. Donc, on rentre par le no-tourisme par la fenêtre que l'on souhaite. C'est-à-dire la déco, la culture. On a même une rubrique astrologie qui est extrêmement fiable où on te conseille des ateliers, on raconte des histoires, on rencontre des gens, on fait des interviews. Et donc, c'est tout le parti pris journalistique avec lequel on s'amuse pour rentrer dans cet esprit magazine. Ce n'est pas un magazine de destination pulp. C'est un magazine qui épouse les codes de la presse populaire pour aller le plus loin possible. Et je trouve que ça a du sens aussi avec l'action publique parce que c'est sa mission. C'est d'aller le plus loin possible et de toucher tout le monde. Donc nous, c'était vraiment cette idée-là à défendre. C'est comme ça qu'on l'a défendue par ailleurs et c'est très bien passé. Et la deuxième condition, c'était de dire on a un collectif, mais faisons collectif. Donc, on a proposé qu'en fait, il y ait une conférence de rédaction composée de 25 personnes de tout le territoire qui viennent se mettre autour de la table et qui décident des sujets ensemble pour dépasser sa propre frontière structurelle et partir dans un enjeu complètement différent. Donc, quand les gens arrivent, ils font partie des offices de tourisme. C'est ça que j'allais te demander. T'as qui dans les 25 ? C'est quel type de personnes ? Il y a des institutionnels comme la Chambre de commerce et d'industrie, la Cité du Vin, Bordeaux, la région. Et puis, il y a aussi tous les offices de tourisme du territoire. Il y a aussi les représentants des routes du vin, des ODG. Il y a des guests qui s'invitent parce qu'ils veulent voir ce que c'est une conférence de rédaction de pub. Donc, si tu es labellisé, tu peux venir voir. Ah mince, moi, je peux pas y aller, quoi. Si, tu peux. Si, bien sûr. Mais tu t'écris à la rédac chef et on s'arrange. Non, mais voilà, on a proposé qu'il y ait une conférence de rédaction qui se réunisse. Et bien, ça fait 4 ans et tout le monde est toujours autour de la table. C'est incroyable, ça. Et c'est très intéressant parce qu'on réfléchit différemment les sujets. C'est pas moi, chez moi, il y a ça. Non, on est vraiment sur un sujet journalistique et on se dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à valoriser dans un souci d'équité territoriale, évidemment toujours. Donc nous, on veille au grain, mais c'est une vraie conférence de rédaction. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Pour ceux, parce que c'est ça, je voulais t'emmener sur ce sujet-là parce qu'on en a beaucoup qui aimeraient faire ça. C'est toi qui animes, tu poses le sujet vient de quelqu'un dans la conférence de rédaction ou c'est toi qui dis, voilà, on veut traiter X sujet, aidez-moi à trouver la manière de le traiter. Comment tu l'organises ? Alors, c'est moi qui l'anime. C'est bien souvent moi qui arbitre, ça aussi. Mais bon, voilà.
Faut un chef. Ouais. Et les deux sont possibles. C'est-à-dire que si on flash sur un établissement où on se dit tiens, c'est en rubrique déco, ils viennent d'arriver dans le secteur, ils sont super intéressants à valoriser, il y a vraiment une éthique où tu vois, il y a quelque chose qui se dégage, qui donne vraiment une plus-value, une richesse, et que pour entrer dans la rubrique déco, il faut vraiment avoir le gîte, l'hébergement. C'est une façon pour nous de valoriser l'hébergement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens adorent voir la déco de l'hébergement dans lequel ils vont aller aussi. Donc c'est cette dimension-là. Bah, on va le proposer à la conférence de rédaction. Bien souvent, c'est un débat qui se fait en direct, en live. Ils ont beaucoup d'idées, ils en avaient dès le départ, mais je trouve que de plus en plus, ils prennent le média en main. Et ça, je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'ils se l'approprient. Et c'est pas que descendant, quoi. C'est gagné. Ah non, non, non. Parce que si c'était descendant, ça m'inquiéterait beaucoup. Là, non, au contraire, c'est un vrai échange participatif. Et à la fin, donc ça dure combien de temps à peu près La conf ? Ouais. La conf, elle dure 2 heures. 2 heures. Et à la fin, vous avez tous vos sujets ou il y a encore un débat ensuite, tout en interne avec les équipes ? À la fin, on a tous nos sujets. On se met d'accord. Ce qu'on n'a pas, c'est quel château, quel établissement on va valoriser. Et là, c'est les territoires qui vont faire des propositions. Mais nous, on choisit au final. On a toujours la main pour choisir. Parce que justement, on est garant de l'équité territoriale. Et donc, cette conférence de rédaction, je lui rends compte, évidemment. Et elle est la première destinataire du magazine quand il n'est pas encore sorti et qu'il est à ça du BAT. Parce que généralement, on est toujours à l'arrache. Pour le coup, on colle au code de la presse. Mais je pense que j'allais te dire, il faut y aller jusqu'au bout. On est à fond dedans. Sachant que le parti pris, c'est aussi de dire c'est l'équipe qui fait tout. Et donc, nous ne sous-traitons rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut faire des reportages, on part en reportage. Donc, quand on est en mode pulp, toute l'équipe de la com qui pourtant traite de communication diverses et variées au sein de l'agence, se met en mode rédaction. Ça, alors, c'est ça, je regardais le nombre de pages. J'ai déjà oublié, 64 pages. Maintenant, on a réduit. Ouais. Combien maintenant ? Là, on est à 44. 44 pages, chemin de fer, organisation en 2 heures, collectif, 25 personnes. Je dis les chiffres parce que c'est hallucinant quand même. Ouais. Et là, tu dis, donc dans ton équipe, vous êtes combien en tout ? 8. 8. Et donc, tous les 8 personnes se mettent à pulpe ? Oui. Pendant combien de temps ? On a autre chose à faire aussi. Oui. Donc, ça nous prend à peu près... on arrive à le faire pulpe en 2 mois. Ce qui est un tour de force. Avec d'autres éléments. Oui. Et, entre guillemets, tu sous-traites rien. Non. Avec la direction artistique, avec la photo, et puis derrière, le plan de communication aussi sur les réseaux sociaux, parce que parallèlement à ça, on a donc dans l'écosystème, il y a le mag. Ensuite, on a créé la communauté sur Insta, puisque notre ligne éditoriale, c'est l'essentiel des bons plans et de l'information pour découvrir le vignoble bordelais toute l'année. Donc, les photos de vignes, ça va pas aller. Ce qu'il nous faut, c'est de l'info. Et à ce moment-là, la photo de vigne, elle peut servir à un message. Mais il faut qu'on montre qu'il y a une émulation, qu'il y a une information, qu'il y a un bon plan en fait, à découvrir dans le vignoble. C'est ça qui en fait la dynamique. Et en fait, ce compte Insta, il a vachement pris parce que je pense qu'on s'est beaucoup amusé. Il y a des gens dans l'équipe qui n'ont pas peur de la vidéo ou de la photo et qui se sont mis en scène aussi. Et je les remercie parce que vraiment, c'est un vrai travail. C'est une autre façon de communiquer aussi, il faut le faire. Donc, nous, on était bien cachés derrière. Comme quoi, il faut de tout dans une équipe. Et sur Insta, on s'est vraiment permis, là aussi, d'écrire comme dans le magazine. C'est la continuité du magazine. On n'est pas piqué des verres, on interpelle nos lecteurs. Et on a une écriture qui est proche de l'oralité. C'est là qu'on s'éclate, c'est-à-dire que c'est pas familier, mais c'est proche de l'oralité. Et donc, ça crée tout de suite une complicité avec le lecteur qui est très grande parce qu'on les interpelle, on les taquine, on les chambre sur l'astro. Là, cette fois-ci, il y a un signe qui a pris cher, je sais plus lequel c'était, mais on lui a dit, bon, en même temps, si les autres signes faisaient leur boulot, ça se saurait. Bon, voilà, big up le lion. Donc, voilà. C'est une façon aussi de décomplexer l'écriture touristique parce que moi, j'ai trouvé en arrivant que c'était extrêmement complexe, parfois même ardu. Et je me suis demandé à quoi ça servait. Donc, j'ai cherché le sens de l'écriture touristique et j'ai pas compris. Parce que bien souvent, j'ai trouvé ça alambiqué
J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions, et ça c'est mon côté peut-être exigeant dans la rédaction, mais j'ai trouvé que les codes rédactionnels étaient un peu enfermés sur eux-mêmes, et que mine de rien on parlait quand même de paysages à couper le souffle en permanence, et qu'il fallait qu'on trouve d'autres expressions, qu'il fallait qu'on trouve d'autres choses, voilà. Et que ça peut pas définir notre destination, parce que si demain je vais dans les Landes, que j'adore, Landes Attractivité, bien sûr, big up, génial, on les adore, mais on va retrouver la même chose. Donc la forme, elle est très importante. Bien souvent, elle est malmenée, mais la forme, elle est fondamentale. Dans la communication touristique, pour moi, elle est fondamentale pour définir l'ADN d'un territoire. Donc c'est ça l'histoire de Pulp. J'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes mots, mais on dit la même chose. Oui. Tu vois, nous, en tant qu'agence, quand tu vas bosser pour Biscarrosse et Land Attractivité, où ils ont le même territoire, comment tu singularises les deux alors que c'est le même territoire? Bien sûr, c'est extrêmement compliqué. Ah ouais. Et c'est là que la forme, elle joue son rôle. Elle fait le job. C'est pour ça que je dis on ne fait pas du décalé pour faire du décalé. Non, mais exactement. Je trouve que tu as réussi à avoir le discours. Ouais. Et comment, parce que toi, pareil, hein, je dis ça aussi pour les auditeurs, hein, pour qu'ils s'en inspirent. Tu arrives avec une équipe qui avait, j'imagine, ces codes-là, institutionnels. Oui. Comment tu switches ça? Comment tu arrives à les... Parce que c'est eux qui écrivent, du coup. Oui, on écrit tous ensemble. Oui. Moi, j'écris aussi. Hein. T'écris aussi? Le jour où j'écris plus, je m'en vais. Ok. Voilà, que ce soit clair. C'est dit au micro. Non, mais enfin, moi, je suis là vraiment par la passion de l'écriture. L'équipe le sait. Et au final, en se connaissant, on s'est tous découvert des skills aussi très personnels. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit un roman que je n'ai évidemment jamais montré à personne, qui est un roman de gare, peu importe, mais enfin, c'est la passion de l'écriture. J'ai une responsable presse qui est la directrice photo de Pulp, qui est extrêmement compétente en photo, qui a un vrai regard photo, qui va rentrer dans le délire aussi, au contraire, qui est perché maintenant et qui arrive à trouver vraiment des idées tout aussi perchées que les miennes, des chargés de communication qui ont envie de s'amuser avec ces codes-là. Je pense que l'équipe avait envie de s'amuser. On peut s'amuser en travaillant, hein, c'est possible. Et alors, en communication, si on ne s'amuse pas, il y a comme un souci. Donc, prendre le socle et monter sur un trampoline et essayer de faire bouger le plus possible les choses, je trouve ça génial et ça nous rassemble énormément. Donc, c'est pour ça que Pulp nous rassemble autant. Et pourquoi tu as choisi un magazine papier à la base? Pourquoi le fondamental du média, c'était un magazine papier? Parce que le papier a été bien malmené ces derniers temps et que je voulais lui rendre ses lettres de noblesse et qu'à mon avis, le papier, quand il sert un discours pertinent et intéressant et qu'on a mis beaucoup d'implication et de rigueur à soigner l'écriture et le visuel, parce qu'on a un graphiste formidable aussi qui vraiment a fait une maquette excellente, hein, qui est aujourd'hui notre patte du coup, et bien ça permet de vraiment travailler la notoriété du média. Je pense que si on était sorti que sur le digital, on aurait eu beaucoup plus de mal. Et puis nous, on n'est pas des Instagrammeurs, donc on aime bien Insta, mais bon, Insta nous sert à communiquer sur l'information territoriale, mais c'est pas le produit premier. Justement, quand tout le monde est parti sur le digital, on est parti sur le papier en fait. C'est pas l'esprit de contradiction par définition, mais quand on est communicant, je trouve que c'est important de remettre le papier à sa place. Et quand il est bien utilisé et bien diffusé, on édite à la demande, on n'édite pas comme des bêtes à se répartir en 150 000 exemplaires dans tout le département. C'est vraiment à la demande, donc on édite 15 000 exemplaires par tranche de 15 000 exemplaires. On a fait aussi un système de commande aux particuliers, on s'appuie sur tous les châteaux pour le diffuser. Donc on a plus de 1500 points de diffusion, ce qui est énorme à l'échelle du département. C'est énorme. C'est énorme, donc on a beaucoup soigné la diffusion. Pour au final entendre quand on part sur le terrain, ah mais vous êtes Pulp, ah bah oui, voilà. Donc le papier a vraiment transformé l'essai là-dessus et il nous a fait connaître. C'est le média le plus exigeant, mais c'est celui le plus noble, je trouve, une fois qu'il est compris par le public. Oui, et puis il incite à la lecture. En plus. L'idée, c'était la lecture. On lit un magazine sur une plage, dans un tram, sur son canapé, au calme en fait.
on lit pas forcément sur une liseuse. En tout cas, tout le monde ne lit pas sur une liseuse. Le produit magazine, c'est encore une fois dans cette idée de démocratisation de l'information, c'est le produit le plus populaire et qui parle à tout le monde. On est tous allés dans un kiosque s'acheter un mag et voilà, parce que la couverture nous plaisait, parce que le titre nous intriguait, parce que les intertitres étaient un peu alléchants. Donc c'est un produit qu'on peut prendre, qu'on peut poser, on peut le reprendre, on peut picorer, on a le droit d'y revenir quand on veut, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de se connecter. C'est aussi une alternative à la connexion permanente. Et c'est intéressant de le défendre comme ça parce qu'au final, il a du sens quand il est fait comme ça. Et puis, mon Dieu, tu vois, nous, on est enchevêtrés là-dedans. Et puis, on porte le même discours qui affadit tout, mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est que c'est pas soumis à l'algorithme. C'est-à-dire que si tu veux faire la même chose sur Insta, il faut d'abord plaire à l'algorithme si tu veux faire de la masse. Là, tu fais ce que tu veux. Oui, alors je précise qu'on fait aussi ce qu'on veut sur Instagram. On n'écoute absolument pas l'algorithme. Et encore que vous avez de la petite musique tendance, mais vous avez une liberté éditoriale forte. Ça, c'est clair. Oui. Ça, c'est clair. On a une liberté éditoriale forte. On a la petite musique tendance, mais pas plus. Pas plus. Oui, c'est vrai. Si on a envie de poster, vraiment, on ne se soumet pas à l'algorithme. Ni au jour de publication, ni... si on poste un lundi soir plutôt qu'un mardi soir, on va pas en faire une crise et tout va bien se passer. Mais c'est ce qui fait la force du média. Parce que quand tu n'as pas le média qui parle pour toi, pour exister au départ, souvent, tu n'as pas le choix que te mettre dans les tendances pour performer au départ. Bien sûr. Mais vous avez la marque qui vous porte depuis... Enfin, la marque du média. Oui, qui vous porte depuis quelques années. Quoi. Ça, et puis le fait aussi de se dire, sur les réseaux sociaux, on prend la parole quand on a quelque chose à dire. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est les fondamentaux de la communication, quelle qu'elle soit. Prendre la parole juste pour poster une photo vitrine, ça, c'était avant. Maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, il faut qu'il y ait un engagement, une info, quelque chose qui est utile. Effectivement, si le mercredi, on n'a rien à dire et que le jeudi, on rencontre une info, on poste le jeudi. Si l'info nous semble peut-être isolée, on se dit, tiens, on va la mutualiser avec autre chose et la globaliser dans un sujet, donc on le bosse plus et on le ressort plus tard. On fait vraiment avec cette matière-là qui est immense parce que quand même, nous, on s'inspire de tout ce que font les châteaux viticoles. Ils sont hyper originaux. On a quand même la chance aussi à Bordeaux d'avoir un œnotourisme qui dépote. Et qui pourtant, c'est pas l'image qu'en ont les gens. Et oui. C'est ça qui est incroyable. C'est bien ça l'idée. Ouais. Le nombre de choses qu'on peut faire, y compris des programmations jeunes publics, des séances de ciné en plein air, des guinguettes à n'en plus finir avec des DJ qui viennent tout l'été. Cette année, il y avait un DJ Moumout à la guinguette du Tuquet qui est à Beau-Tyran. Ils ont fait entre 15 et 20 000 personnes, elle disait. Incroyable. Grosse ambiance, gros DJ set. Ça change. Tu pars en escapade, tu vas au château du Tuquet, c'est magnifique. La guinguette est foutue vraiment comme une guinguette de l'époque. T'as les petits lampions, t'as la tireuse à bière, le boulodrome, le top, quoi. Donc c'est ça qu'on trouve dans le vignoble aujourd'hui. C'est pas le vigneron qui t'attend devant son grand portail en fer forgé et avec une caisse de vin, quoi. Donc c'était cette image-là qu'il fallait casser aussi. Et eux, vous en suivez vite, les vignerons ? Ça dépend qui. Il y a eu un groupe qui nous a suivis, ouais. Il y a un groupe qui nous a suivis au départ et puis après ça a fait un peu effet boule de neige. Tout le monde ne nous a pas suivis, mais ce qui est logique. C'est normal. Après, quand on fait quelque chose comme ça, il faut accepter aussi la critique, qui n'est pas toujours constructive. Il faut accepter aussi le doute, la remise en question. Donc, ça fait partie de l'aventure et de l'itinéraire. Donc, on écoute. Nous, on est très à l'écoute et on écoute la critique lorsqu'elle est constructive. Mais on l'écoute vraiment. On a tenu compte de plein de choses, d'ailleurs, dans notre dernier magazine, suite à des remarques qu'on a pu avoir ici ou là. Par exemple, qu'est-ce qu'on a pu dire à partir de quel moment qu'est-ce que tu considères comme une bonne critique ? Je considère une critique bonne quand elle pousse à aller dans le bon sens. C'est-à-dire que, par exemple, on nous a dit sur Pulp, par moment, c'est un peu trop écrit. Alors, au début, j'étais chafouin, je dis, mais enfin, quand même... À me dire ça à moi. Dis donc. Et non, en fait, effectivement, dans un magazine, il faut toujours se contenir sur la rédaction, et avoir aussi, laisser la place au visuel, trouver un juste équilibre. Et c'est vrai que peut-être que sur certaines éditions,
On s'est emballé. Bon, moi, ça va avec ma personnalité, mais je veux pas dire, mais l'équipe de la com est pas mieux. Donc voilà, non, mais on s'est tous, on l'a pas vu ça, parce qu'on n'a pas assez de recul, tout simplement sur nos propres outils. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que quand tu regardes les magazines qui sont vendus en kiosque, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va aussi en kiosque, chercher ce qui se fait et regarder ce qui se fait en termes de presse, parce que la presse a énormément changé. Et ben, tu te rends compte que le visuel prend une place très importante et qu'il peut jouer un rôle fondamental aussi dans le fond. Ce qu'on appelait aujourd'hui, ce qu'on appelait avant la forme et le fond, dorénavant, le visuel fait partie du fond aussi. Et donc, il y a un vrai travail d'édito à remettre en ordre. Donc ça, on l'a écouté et on en a tenu compte. Bon, après, tous les plus de 45 ans nous ont dit que c'était écrit trop petit. Donc voilà, bonjour à tous les presbytes et à tous les seniors. Et ça aussi, on l'a écouté. Au bout de 45 ans là-dessus. Non, les presbytes à 45 ans. Non, quand même. Les seniors 46, mais bon. Voilà, exactement. Mais ça, on l'a écouté aussi. Et voilà, c'est des remarques comme ça. Et ça nous nourrit. On n'a pas la science infuse, surtout pas. Et pourquoi tu le vends pas ? Parce que c'est un document institutionnel. Dans ma bouche, c'est pas forcément. Tu peines à le dire. Non. Ah non. Moi, je revendique l'institution. Ah non, pas pour ça, mais le réduire à un document institutionnel, non en fait. Mais c'est un vrai document institutionnel pulpe et il est voué à être accessible à tous. Et nous sommes une émanation du département de la Gironde, dont la compétence première est l'action sociale. Et il nous semble fondamental de donner accès au tourisme et à la proposition touristique à tous. Donc c'est aussi le témoignage d'un engagement au quotidien qu'on a tous au département de la Gironde et qui se traduit par le fait de le faire imprimer par le centre d'impression départemental, de ne pas y mettre de pub parce que c'est interdit du coup, puisque c'est l'organisme public qui imprime, et de le rendre accessible gratuitement. Ce qui fait qu'il est très pris. Oui, j'imagine même d'ailleurs, peut-être presque plus vendu, enfin plus davantage pris que si tu le vendais en kiosque. Il est plus viral et il donne le signal d'une information qui est accessible à tous, avec un produit qui cherche aussi à faire de l'esthétique, de la direction artistique, d'essayer de montrer aussi ce qu'est la beauté de cette destination et en évitant la monétisation de l'information. Voilà. Je pense que ça inspire beaucoup. Juste pour revenir, ce que je veux vraiment que tu ailles dans ce détail-là, parce que je pense que ça peut passionner. Tu dis tu as 8 personnes pendant 2 mois, tout en interne, donc ça veut dire que tu as des personnes qui vont photographier les endroits, les lieux, les mettre en scène. Oui. 1, 2, 3, qui fait ça Tous. Ça dépend, en fait, on est tous responsables d'un article. Donc, on est 8 à la com et on travaille bien évidemment en tandem avec le pôle no-tourisme. Le pôle no-tourisme, où ils sont 2 et où ils nous donnent toute la matière première. Nous, on ne va pas chercher la sélection là-dedans, mais on va vraiment s'inspirer de leur découverte, de leur rencontre, de ce qu'ils peuvent aussi, à partir de ce que la conférence de rédaction a décidé, de ce qui peut vraiment faire mouche et autres. In fine, on choisit quand même, bien évidemment, tous ensemble. Et ensuite, c'est l'équipe de la com qui part faire les reportages et tout le monde s'y colle. Ça veut dire que tout le monde peut être amené à faire de la photo, tout le monde peut être... Alors, la photo, on a resserré, il y a une direction photo. Okay. Il y a une chef photo qui, dans son autre vie, est attachée de presse et responsable influence, mais qui a un vrai œil artistique et avec qui c'est très agréable de travailler là-dessus. Et elle sait diriger la photo. Donc ça, c'est génial, en fait, parce qu'il faut la diriger, la photo. Et elle a ça naturellement. Donc voilà, encore quelqu'un qui s'est découvert un savoir-faire qu'elle ignorait il y a peu. En revanche, tout le monde écrit. Sauf le graphiste, il est exempté. Oui, mais bon. Oui, ils sont souvent exemptés. Ils sont souvent exemptés, mais le graphiste, il est quand même en entonnoir. C'est-à-dire que lui, il subit à la fin, Sylvain, tous les articles qui lui tombent dessus, les inspirations qu'on a eues, les idées qui ont changé. Et puis moi qui arrive et qui dit tiens, en fait je me suis dit ça serait sympa j'ai réfléchi à ça cette nuit, mais oui, une semaine avant le BAT, je me suis dit que ce serait cool. Donc lui, il est déjà là-dedans et dans la construction du produit en lui-même. On choisit les papiers, on touche les papiers. On a tous un amour des métiers de l'imprimerie qui est assez énorme. Donc le papier est très important pour nous aussi. La couve, l'intérieur, on change souvent, on expérimente, on teste sur les magazines. Et le papier a toute son importance.
Il est fondamental pour la direction artistique, donc ça, on en est convaincu et on adore ça. Donc tout le monde s'y colle. C'est une vraie rédaction. C'est génial. Hein. Ouais. Ce que tu as pu impulser en quelques exemplaires, c'est top. Hein. Comment on dirige la photo? Comment diriger la photo? Ça dépend des articles, mais bien souvent, on imagine un univers. Chez nous, la photo n'illustre pas forcément le propos. La photo et le propos aussi? Oui. La photo et le propos. La photo va venir prendre de la hauteur par rapport au propos, ou alors elle va taper complètement à côté sur un côté décalé. Elle va servir aussi le décalé du discours. Mais à chaque sujet ne correspond pas la photo illustrative en question. La photo vient compléter le fond de l'information. Donc on dirige la photo dans ce sens-là. On dirige la photo bien souvent en se mettant nous en scène quand on le peut. On n'est jamais visible, la rédaction ne se montre jamais, c'est comme ça. Mais on est mannequin de main, on est mannequin de dos, bon ça on sait faire, on est les pros pour ça, là-dessus il y a du monde. Et puis de temps en temps on fait appel aux copains, aux copains des copains, et puis ça pose pour nous aussi. Les enfants aussi sont extrêmement exploités dans Pulp. Donc voilà, on essaye de diriger comme ça. Et puis après il y a la mise en scène qu'on a imaginée. Avec Johanna, qui est la directrice photo, on imagine la mise en scène en amont. À quoi ça ressemble? C'est punaisé au mur, c'est des Pinterest, c'est des trucs que tu mets sur des tableaux. Comment vous... C'est tous les ressorts de l'imagination qu'on peut trouver. Donc ça peut être, ça peut arriver de Pinterest un jour, ça peut être une photo de vacances, une photo vintage, ça peut être une pub qui nous a interpellés, ça peut être dans une série d'un coup quelque chose qui nous a plu, ou dans... tout nous inspire en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas enfermé là-dessus. Donc moi je punaise une seule chose dans mon bureau, c'est le magazine par planche, de façon à mesurer la colorimétrie, à essayer de voir les proportions de texte, d'images, et à essayer de calibrer en fait l'entièreté de Pulp. Comme une vraie rédaction. Exactement. Ouais. On s'y croit. Ah, mais génial. Ouais. Mais oui, mais c'est ça qui fait qu'on pousse aussi ce côté média jusqu'au bout. On tire jusqu'au bout le film. Mais peut-être il y a un côté sophrologie où tu incarnes ce que tu dis et ça devient réel, quoi. Plus que même parfois certaines rédacs, je pense même, j'imagine. Peut-être parce que ce à quoi on tient, c'est au fait de faire nous. Ce savoir-faire-là. C'est pour ça qu'on nous taquine souvent en nous disant Pulp, c'est votre bébé. C'est pas notre bébé, on est des communicants, mais c'est un produit auquel on tient beaucoup, c'est un média auquel on tient beaucoup parce qu'on y met beaucoup de nous-mêmes. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça tient aussi à une combinaison de personnes qui vont y mettre leur cœur, à la fois sur la photo, sur la rédaction, sur l'expérience. La dernière fois, on est parti faire une escapade gourmande, donc on sort un hors-série chaque année autour de la food et des accords mets et vins. Donc là, on ne fait que manger à l'approche des fêtes de fin d'année. Ah oui, non, alors là, c'est non-stop. Et donc, comme dans les magazines de cuisine, on retrouve une escapade gourmande qui est à la fois touristique et à la fois axée sur la food. Donc en gros, tu fais du tourisme, tu manges, tu fais du tourisme, tu manges. Hein, il ne se passe rien d'autre. Parfait. Donc on part en escapade gourmande et l'une de mes collaboratrices s'est retrouvée, va savoir pourquoi, en pyjama sur le magazine. C'était pas du tout prévu au programme. La photo est cool, on l'a publiée. Et voilà. Et il y a aussi des moments où c'est de l'impro. Hein, concrètement, au gré de l'escapade, il faut aussi vivre l'expérience pour pouvoir bien la retraduire. Excellent. Mais oui, des expériences à vivre en pyjama, il y en a plein en Gironde. Il faut le savoir. Ça veut quand même dire qu'elle avait emmené son pyjama avec elle, au cas où. Mais grave, bien sûr. Vous partez plusieurs jours. Non, mais elle a amené son pyjama parce qu'elle savait qu'elle allait dans un hébergement. Elle a testé un hébergement. Donc, tu me parlais food, j'imaginais des restos. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fout en pyjama? Ah non, bien dans évidemment. Un hébergement. On la retrouve en pyjama et elle s'est retrouvée en pyjama sur Instagram. Excellent. Bon, ben voilà, aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui n'aurait pas pu faire ça il y a quelques années de ça et qui a aussi, avec Pulp, je pense, acquis pas mal d'autodérision et il faut être capable de le faire. Donc, moi, je joue le jeu aussi. Toute l'équipe joue le jeu et c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi que la rédaction donne d'elle-même pour tester, expérimenter tout ce qu'on raconte. Donc, on le vit.
Mais ça se sent même sur Insta, tu le vois. Alors c'était Chloé à l'époque où... Chloé a fait un gros boulot. Alors, il y a eu Marion au tout début. Marion, on avait créé Pulpe TV, qui n'a pas survécu, et c'est quand même bien dommage parce que ça faisait vraiment partie de notre projet. Donc une chaîne YouTube avec des reportages sur des sujets qu'on définissait aussi, mais on s'était dit, comme un peu l'histoire du magazine, on va mettre une présentatrice. Au moment où il n'y a plus personne devant les écrans, nous, on va mettre vraiment la présentatrice et l'ambassadrice de Pulpe qui va venir et qui va t'inviter à partir avec elle. Parce que quand même, la présence humaine et l'humain, il est quand même le meilleur pour te guider, pour expliquer les choses et pour créer une certaine chaleur aussi dans la vidéo. Et on trouvait que les vidéos touristiques... avec ces images dronesques et panoramiques à perte de vue étaient magnifiques, mais qui manquaient un peu de chaleur, d'incarnation. Et donc Marion s'est fait surprendre lors de la sortie de Pulpe et elle a accepté d'être en première ligne sur Pulpe TV, qu'elle a assuré comme une chef. Et ça a été un exercice aussi compliqué. Elle s'est exercée dans le bureau. Enfin, ça a été là aussi... assez ubuesque. Et puis ensuite, Marion est partie et Chloé est arrivée. Et Chloé, qui était photographe, aquarelliste, artiste, voilà, Chloé, une mine artistique, une leader artistique, est arrivée et a pris Pulpe, en fait. Elle a pris le compte et elle l'a incarné. Elle n'a pas eu peur d'aller, elle aussi, montrer qu'il y avait quelqu'un derrière et montrer qu'il y avait une figure... avenante et chaleureuse derrière ce compte. Et je pense que ça a beaucoup joué, n'est-ce pas, Laura? Donc oui, voilà, ça joue parce que ça personnifie. On n'écoute pas l'info de la même façon. On a déjà l'impression de connaître la personne. Et donc, ça crée du lien dans ce flot de communication où, finalement, c'est bien souvent dépersonnalisé. Donc, on a trouvé ça intéressant de le personnaliser. C'est clair. Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui me parlent de Laura... les copains, la famille. Donc, bien sûr. Mais oui. Mais c'est un tour de force. Et en plus, Laura, c'est pas son métier. Mais quand on fait de la communication, effectivement, de temps en temps, quand on fait de la vidéo, c'est pareil, c'est de la médiation, c'est de la pédagogie. Expliquer la tournée que vous avez faite avec une voix off et des images de fond avec des gens qui se serrent la main et qui échangent. Bon. Mais Laura qui arrive et qui dit je fais ma valise, avec une vraie valise, je fais ma valise et on part en tournée. Non, mais c'est bête, mais en fait, c'est une vidéo qu'on retient. Voilà. Et ça crée du lien et tout de suite, on s'identifie à ce qui est dit et je suis persuadée qu'on apporte beaucoup plus d'attention à ce qui est dit. Je pense. Et tu vois, même avec le recul, je pense qu'on s'est freiné. Moi, je voulais même carrément filmer tous les backstage, les soirées, les restos, avant de faire le... on n'a pas osé, je sais pas, on le fera pour les prochains. Vous n'en êtes qu'à votre deuxième date, les compteurs. Oui. Ça ne fait que commencer. C'est clair. Mais tu sais, on a des dates en janvier, mais on n'a rien commencé. Bref, on commençait pas le podcast à quel moment à le sortir. Je suis en train de balancer des trucs qui... Si, média papier d'abord, on a bien vraiment saisi l'essence et j'aime bien que tu le dises parce qu'on prône aussi un peu ce discours-là, mais encore une fois, tu l'as tellement incarné toi que tu l'as fait, je veux dire, donc ça marche très bien. Insta qui venait compléter le dispositif sur le digital. Aujourd'hui, il y a Insta sur le digital. C'est quoi la suite demain en termes de nouveaux médias, peut-être de nouvelles orientations ou que sais-je? Quelle est ta suite pour continuer de t'amuser? Et d'informer. Bien sûr, j'attendais. La suite, c'est la création d'un magazine digital dynamique. Du coup, dans ma bouche, c'est assez fort de symbole. Donc, évidemment, l'idée, c'est d'avoir vraiment de l'information chaude, du reportage, différents formats qu'on va travailler. Sur le digital, on peut encore plus s'éclater sur les formats. On va surtout aussi travailler le reportage au long cours, c'est-à-dire qu'on n'aura pas peur de faire des reportages longs, bien montés, bien lissés. Ça peut être vraiment sympa de façon à explorer des propriétés viticoles à la sauce pulpe, mais d'avoir un peu plus de contenu et d'approfondissement du sujet si c'est un sujet ou si c'est une propriété. Donc ça va nous servir à venir vraiment compléter cet écosystème-là et aller un peu plus dans le fond du sujet. Le magazine digital, il va vraiment servir comme site d'atterrissage
et comme façon d'approfondir tout ça. Tu feras un lien avec les sujets du magazine ou pas forcément? Pas forcément. Mais il y aura bien sûr un lien avec les sujets du magazine. Mais il y aura aussi des reportages sur des sujets autres. Donc, ce qui veut dire que je vais réunir plus souvent la conférence de rédaction, que la conférence de rédaction va mettre son nez aussi dans le magazine digital, va définir les sujets, et que le magazine digital, demain, sera aussi important que le produit papier. Finalement, il manque cette complémentarité-là. Et puis surtout, on se pose souvent la question de se dire papier, digital, quel est le... En fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Quand on pense médias, c'est l'un et l'autre. Et c'est donner du sens au papier, mais donner du sens aussi au digital. Le digital, c'est pas le fourre-tout. On se dit, je peux pas le mettre sur le Mac, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur le site. Non, il est interdit de faire ça. En revanche, travailler justement nos contenus sur le magazine en se disant, ce sujet-là, il est super intéressant, on pourra... en faire un fil rouge, en faire une mini-série, en faire un reportage vidéo, en faire... voilà, on peut imaginer tous les formats possibles, ou un reportage photo, ou un peu sympa. Ça a du sens. Et puis, exploiter d'autres sujets pour montrer que ce vignoble vit à l'année, ça a encore plus de sens. Donc, mais de façon différente. On ira plus dans le fond. Là, avec 44 pages, et en plus, on nous a dit de moins écrire, c'est quand même assez serré. Et on n'a pas le temps de forcément aller jusqu'au bout. Voilà. Tu penses que sur le web, tu arriveras davantage à écrire finalement? Tu penses pas qu'on te dira la même chose, que c'est trop écrit? Ça dépend quel est l'angle. C'est toujours une question d'angle rédactionnel. Si c'est un reportage, c'est un vrai style journalistique. Un reportage, il appelle l'enquête, le sourcing, l'analyse, la découverte, la traduction d'émotions, et pour ça il faut du temps. Donc si c'est un reportage, on aime lire un reportage, c'est très intéressant à découvrir, parsemé de photos ou de vidéos, ou quelque chose qui est construit de façon dynamique. Évidemment, on va pas écrire au kilomètre parce que sinon on va endormir tout le monde, mais quelque chose qui est bien structuré, comme ce qu'on attend d'un reportage en fait. C'est pour ça que ce qui est intéressant dans la logique du média, c'est que chaque angle a sa valeur. Un interview, c'est un interview, quoi. C'est vraiment travailler la question pour essayer de faire rencontrer quelqu'un, de montrer ce qui se dégage de cette personnalité-là, et puis de faire comprendre pourquoi tu t'adresses à elle et en quoi ça va concerner ton lectorat. Donc ça dépend de l'angle qu'on choisira. Mais je pense qu'on peut être lu. Quand je dis long, c'est pas non plus 56 000 lignes, mais de façon un peu plus approfondie, ou en tout cas de traiter de sujets peut-être plus généraux sur Pulp, le Mac digital. Et encore une fois, tu vas à contre-courant de éventuellement ce qui pourrait se faire en ce moment. On parle de format court tout le temps. Oui. Tu vois, même moi, ce podcast-là, il durera le temps que ça dure, mais même, enfin, je parle en termes de durée, mais faire des 1h30, des 2 heures, c'est pas les podcasts que tu as l'habitude d'écouter. Non. Alors que je pense que tu n'as pas le temps d'aller dans la profondeur si tu vas trop vite et que c'est juste question-réponse et que c'est scripté de A à Z. Bien sûr. Et puis ça, le côté aussi, que ce soit au niveau du podcast, parce que des podcasts pro, bien souvent c'est une demi-heure, mais tu en as aussi qui exploitent le format long. Mais il faut le revendiquer, parce qu'effectivement, si tu veux vraiment aller au fond d'une thématique, il faut prendre le temps. Et dans l'écriture pour le grand public, il ne faut pas non plus considérer que le grand public ne lit plus. C'est pas vrai. Ça dépend ce qu'on lui propose. Je suis d'accord avec toi. Quand tu m'as dit tout à l'heure, on m'a reproché de trop écrire, je pensais que tu allais me dire et on a continué de trop écrire. Tu vois, je pensais que pas sur le magazine, parce que c'est un produit qui est important pour aller plus loin derrière. Mais sur le magazine digital, oui, il faut se dire que les gens aiment lire. Vraiment, il y en a encore plein qui aiment lire. Et particulièrement aussi cette génération qui nous suit, parce que c'est elle qui nous commande le magazine. Et elle a entre 18 et 44 ans. Donc rien n'est perdu, bien au contraire. C'est ça qui est chouette aussi dans le bilan qu'on en fait. Ah, ça m'intéresse. Tu vois que les jeunes publics c'est pas qu'ils se désintéressaient, qui n'avaient pas eu encore d'intérêt pour le vignoble, tu vois que ça y est là, ça... En tout cas, il y a des portes par lesquelles ils sont intéressés de rentrer. Oui, c'est ça, c'est exactement comme tout à l'heure. Parce que c'est défini comme un art de vivre et non pas comme une niche œnotouristique, même si derrière, c'est ça.
Bien sûr que derrière, c'est le no-tourisme. Mais dans Pulp, on ne prononce jamais le mot no-tourisme. Non pas qu'on s'en fasse un défi, mais ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Parce que pour nous, c'est l'ADN différenciant du territoire. Ce vignoble, ce territoire, il est baigné, lapsus, par le vignoble. Donc le vignoble a les pieds dans l'eau, le vignoble, il a les pieds dans Bordeaux, il est partout, il imprègne notre culture, il porte le nom de la ville-centre. Le vin porte le nom de la ville-centre, c'est une marque mondiale. C'est de ça dont on doit se servir aussi. Mais sans le valoriser de façon ostentatoire, mais en montrant plutôt ce que c'est que de vivre à la sauce bordelaise au final. Et c'est ça qu'on veut retraduire. C'est merveilleux. Et du coup, ça te chatouille d'aller à nouveau sur du format YouTube, du format TikTok. T'as envie d'exprimer la marque ailleurs que sur ces formats-là ou pas YouTube, probablement, parce que vu qu'on aura le magazine digital, on aura certainement des vidéos à retrouver sur YouTube. Ça, je sais pas, il faut que j'en parle avec mon équipe qui va découvrir que donc il y a YouTube. Pardon. Non. Et, TikTok, non. Parce que TikTok, ça demanderait une personne en plus dans l'équipe. Et ce qu'on veut réussir à contenir avec l'équipe, c'est le temps que représente la qualité du travail qu'on fait. Voilà. Donc, un magazine, déjà, c'est assez énorme. 2, c'est devenu quand même aussi beaucoup de temps qui est dévolu. On y tient tous. On s'est posé la question, hein, mais on y tient vraiment tous parce qu'on sent qu'à chaque fois qu'on sort... Poser la question d'arrêter ou de pas tous non, le pas faire d'arrêter, mais de pas faire forcément un hors-série en fin d'année ou de se dire tiens le magazine. Bon. Et en fait, à chaque fois qu'on sort un magazine, on sent un palier. On sent que ça prend, que depuis le hors-série de l'année dernière notamment, on le sent en fait. Il y a comme une secousse qui bouge dans la communauté, chez les followers sur Instagram, dans le lectorat aussi, dans l'appropriation par les viticulteurs. Donc on sent bien que ça prend. Qu'est-ce que tu sens la reconnaissance du média, l'attente, c'est vous une petite satisfaction de vous dire on a pris un palier en termes de compréhension différent. C'est quoi que tu ressens? C'est un palier d'intérêt. Alors, il peut être de toutes les façons possibles, mais c'est un palier d'intérêt au pluriel. Donc, un intérêt du lecteur pour ce que c'est, des gens que ça intrigue. Des gens qui veulent postuler chez nous, qui veulent postuler chez Pulp sans savoir qu'en fait ils vont mettre les pieds au département de la Gironde. Un intérêt des professionnels aussi qui se disent le média délabellisé, ça peut être quand même cool d'avoir son propre média et qui est complètement dévoué à sa cause. Hein. On est vraiment notre ligne édito, elle est basée sur eux, donc on est consacré à eux. Et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que pour aider aussi les territoires et les propriétés qui ont du mal à communiquer ou qui n'ont pas les moyens de communiquer, aujourd'hui, il y a Pulp. Et on est là pour ça. Donc, on fait beaucoup de relations publiques. Et la diffusion du magazine nous aide à toujours nous faire connaître encore plus. Et faire connaître le sens qu'on souhaite donner à notre magazine, qui est gratuit et qui est tourné vers le territoire. Tu me disais, ça m'intéresse aussi, tu parlais de diffusion. 1500 points de diffusion. Ouais. Tu dis, on fait un gros travail de RP. Au début, comment tu as commencé? T'appeler en disant je peux venir vous le distribuer? Comment ça se passe maintenant? Dès le début, on a proposé aux labellisés de le recevoir. C'est monté. T'en avais combien de labellisés? Des labellisés, on en a à peu près 1000. Ok. Donc c'est quand même aujourd'hui on en a un peu plus. Donc c'est quand même notre point d'appui. On est leur média, mais ce sont nos ambassadeurs. Donc on se pose vraiment sur les professionnels. Ce qui nous a permis d'élargir la diffusion, ou en tout cas de la rendre plus dense, c'est de lancer le magazine. C'est-à-dire que, encore une fois, avec les codes de la presse, comme on peut trouver des lancements de mag, nous on a lancé notre mag. À chaque fois qu'il sort, on le lance. Donc on réunit les professionnels, des influenceurs, de la presse, on parle de Pulp, du dernier numéro, et ça facilite l'appropriation par tout le monde. C'est le 5e numéro, 2e hors-série, donc c'est 7 éditions au final qu'on a sorties en 4 ans. Et la sauce a pris, en fait. À chaque fois, 2 fois par an, on lance Pulp. Les professionnels se retrouvent autour du magazine. Donc, ils ont bien compris qu'il y avait cette séquence de lancement. Donc ça nous a beaucoup aidé à étendre la diffusion. Ensuite, on s'est dit, ce qui peut être vraiment cool, c'est de s'appuyer sur tous. Donc, on va en envoyer un à tous. Et puis, celui qui veut en commander plus fait la demande. Et au moins, c'est une logique de découverte et d'appropriation aussi. Ça aussi, ça a matché. Ensuite, on s'est dit... oui, effectivement. Alors, la lecture
la lecture du document public, elle doit être basée à la fois sur la distribution, mais elle doit être basée aussi, c'est ce qu'avait fait notamment Lyon, la collectivité de Lyon, il y a bien longtemps, sur la lecture active, partant du principe que tout ne doit pas arriver dans ta boîte aux lettres, ni dans un lieu pour toi dédié. Il faut aussi que le public soit actif, surtout sur un document gratuit, sur sa façon de vouloir lire, sur son intention de vouloir lire cette presse-là. Et donc, on a fait le test sur de la commande individuelle. Et là, ça a pris aussi. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes hors du département. Ça nous intrigue. On se dit que c'est des Girondins expatriés. Pour le moment, on les a pas... on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, puis on n'a pas le temps de les sonder, quoi. Ce serait intéressant de savoir pourquoi ils commandent le magazine. T'as même des pros hors Gironde qui te le demandent ou pas encore jusque-là? Possible, je sais pas. Oui. En fait, sur le formulaire, on ne demande pas qui ils sont. Je ne sais pas si j'ai affaire à un viticulteur de Bourgogne, à un responsable d'un autre ADT ou à un lecteur qui est expatrié girondin et qui se dit « Oh là là, c'est chez moi, je vais le commander ». Je ne sais pas qui sont ces gens. En termes de volume, tu as une idée de combien de personnes te l'ont demandé activement? Alors, sur le numéro 5, on est à 600 demandes sur 600 commandes. Et là, le dernier, le hors-série, on l'a sorti il y a 2 semaines. On a déjà 300 commandes. T'imagines? Donc, ouais, ça prend bien, en fait. Bien, hein. Et alors, Reims, Maison Alfort, Brest, va savoir. Donc, ça aussi, c'est une logique qui a permis de travailler aussi la notoriété du vignoble. On fait partie... d'une fédération nationale qui s'appelle Vignobles et Découvertes, avec les autres vignobles de France, qui connaissent tous bien Pulpe aussi. Hein, on s'est fait connaître aussi dans le milieu. Et puis, après, on a des partenariats avec les campings de Gironde, et bien sûr les offices de tourisme. Hein, en premier lieu, ce sont nos camarades de la conférence de rédaction qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Mais on a un partenariat avec les campings de Gironde. Et là aussi, c'est un lieu de lecture. On est en vacances. On n'a vraiment que ça à faire que de découvrir ce qu'on peut faire à l'intérieur des terres et alterner entre plage et cépage. Donc voilà, ils trouvent du sens aussi. Quand tu le dis, c'est beau. Il me semble que je l'ai déjà vu aussi chez mon fromager et dans un escape game. Je me dis, mais pourquoi ils ont ça chez eux? Alors, parce que le fromager, je ne sais pas, mais il faudrait que je vérifie. Mais peut-être que ton fromager a fait une commande de pulpe particulière, tu vois. Il est jeune, moderne, branding de dingue. Voilà, ça y est, je l'ai, je m'en rappelle, bien sûr. Non, en fait, on a pour compléter la diffusion, on fait appel aussi aux médias, un autre média, un média copain, parce qu'entre médias, il faut être copain. C'est Junk Page. Junk Page, c'est un média culturel local qui fonctionne très bien, qui est hyper rock'n'roll, qui est un peu comme nous, un peu déjanté, et dont le premier métier, c'est d'être diffuseur. Et donc, ils ont une stratégie des spots de diffusion qui sont excellents. Là, sur le dernier, on est parti à la fac, dans les musées, dans les bars, au bassin à flot, tout autant qu'à la Cité du Vin ou au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, c'est vraiment très, très large. On a beaucoup diffusé dans Bordeaux parce que c'est aussi là que la notoriété se fait pour inonder après derrière la Gironde de visiteurs. Donc Junk, c'est 300 points de diffusion avec des points très très bien travaillés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens à qui ils lâchent le magazine, ce sont des gens qui le connaissent, qui le demandent et qui cherchent à vraiment avoir des éditions diverses et variées chez eux. Donc peut-être ton fromager, mais je suis pas sûre. Peut-être. Je suis pas sûre, faut que je regarde. J'ai pas vu de fromager. Bon. Mais en tout cas, ouais, c'est des spots culturels, sportifs, où nous aussi, on veut casser les frontières du tourisme qui reste beaucoup dans son couloir et partir sur la culture, le sport, tout ce qui fait vivre en fait un territoire et qui aujourd'hui travaille aussi dans son coin, chacun dans sa com. Et en s'alliant avec Junk Page, on montre aussi que des synergies sont possibles et que la culture, c'est pas les cultureux, je peux le dire parce que j'en étais une, dans leur coin avec les festivals et autres. Nous aussi, les festivals, on les prend comme ressort pour Pulpe et eux se servent aussi de nos événements pour faire valoir la richesse du territoire. Donc on a tout à faire à travailler ensemble. Et s'allier avec Junk, c'est un média qui nous ressemble et qui est aussi artisanal dans le sens noble du terme que nous. Et qui a un propos journalistique très intéressant, donc c'était chouette de travailler avec eux. Mais ils sont connus oui. Ils sont bien connus. Donc voilà les 1500 points.
Et c'est quoi la suite? Élargissement sur le web, des formats longs. Tu me disais par exemple, alors je balance ça comme ça, tu me disais Vignoble Découverte voit Pulp, tu vois des spin-offs, ou j'ai pas le terme technique, mais tu vois des petits bébés dans d'autres destinations. Tu penses que ça peut, alors pas forcément pour toi, hein, mais parce que moi tu vois là par exemple on bosse avec la route des grands crus de Bourgogne qui ont les mêmes objectifs, mais d'un point de vue de la maturité éditoriale, de marque, etc. Je pense qu'ils en sont loin de quelque chose comme ça. Ça vient de commencer chez eux. Bien sûr, mais après la maturité éditoriale, il faut la forcer, hein, parce que tout le monde est loin de ça, hein, dans l'idée. T'as raison. Il y a des codes, en fait, je trouve aussi dans la communication en général et dans la communication touristique, j'insiste vraiment en particulier, qui rassurent. C'est-à-dire que le paysage, la marque est en avant Guingamp. Mais derrière aussi, se poser la question de ce qu'on dit et ce qu'on défend. Et de plus en plus de destinations, on voit, bougent leur code là-dessus. Donc c'est très bien parce que c'est une émulation collective, mais la maturité, elle n'est jamais là. Nous, on n'était pas matures pour faire ça, hein, du tout. On est parti avec notre baluchon et on est parti. Il y a des moments où il faut la forcer aussi, la maturité éditoriale, parce qu'il faut justement, je trouve, on ne vend pas assez notre savoir-faire. Et on acte bien souvent les choses sur de la com et de la promotion digitale. J'adore la promotion digitale, j'ai rien contre la promotion digitale et je m'en sers tous les jours. Mais je reviens au fondement de la valeur de l'humain et de sa capacité à savoir faire. Et je trouve que c'est un vrai métier de savoir-faire. Un vrai métier d'artisan qui fait de la dentelle, qui va aller vraiment ficeler, faire du sur-mesure. Et c'est ce qu'on a perdu aussi dans la communication, que de valoriser nos métiers. Et je trouve que c'est intéressant de remettre ça dans les stratégies. Et je pense que tu as encore d'autant plus raison qu'avec l'IA qui arrive, ça va tellement apporter une masse, une uniformité que celles et ceux qui sortiront du lot Bien sûr. seront les denteliers, comme tu Bien le dis. sûr, les denteliers, ceux qui vont apporter une plus-value. L'IA, elle est géniale, il ne faut pas la refuser. Et on l'aime, nous, on l'utilise beaucoup. Hein. Mais je sais et on que a même vous des l'aimez. sites dédiés. Mais nous aussi, on l'utilise, attention. Mais on ne l'utilise pas sur Pulp. Mais exactement, c'est-à-dire que nous, on a presque des projets 100% IA et des projets où on ne l'utilise absolument pas. Il faut savoir quand l'utiliser, c'est tout. Exactement. C'est un formidable assistant. C'est une vraie source d'inspiration aussi par moment. C'est plein de choses, l'IA, qui peuvent aussi répondre au manque de moyens qu'on a aujourd'hui dans la communication institutionnelle. Donc, évidemment, on ne crache pas sur l'IA et on apprend à s'en servir. Mais comme pour tout, on apprend à s'en servir avec, justement en le mettant à sa place et en le gardant à sa place au sein d'une équipe. Pour moi, c'est un membre de l'équipe à part entière, mais qui a un rôle bien défini dans mon équipe. Et l'écriture, l'imagination, la créa, le brainstorming, là demain avec l'équipe, on part en séminaire. On se fait une session tous les 8, enfermés dans une pièce pendant 4 heures. Et ben ça, c'est le meilleur. Voilà. Vous le faites ça? Ça, on le fait demain. D'accord. Sans téléphone, sans ordi. Et on y va. Et on échange à bâton rompu. Il n'y a pas de donnez-moi un sujet défini. On échange à bâton rompu parce que je pense qu'on est tellement happé par le temps et par les projets que par moments, on a du mal à se retrouver. C'est un besoin aussi des équipes. Et je trouve que le fait juste de pouvoir échanger sur nos métiers, nos savoir-faire, nos envies aussi, ça peut déclencher plein d'idées. Et puis surtout, il y a une créativité qui est débordante, qui est géniale à discuter, quoi. Donc, l'IA, c'est un vrai membre de l'équipe, mais qui reste à sa place. Voilà. Et sur l'édito, c'est nous. Ouais. Et on le voit, nous, parce qu'on a une grosse équipe de rédac en interne. On verra, hein, dans 10 ans, ça fera peut-être le job, mais là, ça n'a pas du tout le même niveau. Non. Moi, ma petite difficulté, pardon, je tousse. La petite difficulté, c'est de se dire, en fait, l'IA devient un vrai collègue quand soi-même, on a réussi à devenir maître artisan. Mais quand on prend l'IA en même temps qu'on apprend le métier, c'est très dur parce que ça moule et ça... Puis ça te met en concurrence. Là où, au final, il n'y a pas d'anxiété à avoir. La valeur humaine, l'humain, il a toujours su appréhender. On se souvient quand même, Grégory, du bug de l'an 2000. On devait tous mourir. Bon, on n'est pas mort. Et l'humain, il arrive toujours à contrôler sa technologie.
Donc ça fait peur et ça angoisse et ça pose question. Mais justement, ça remet en question et ça remet les priorités en place. Et je trouve que ça remet l'humain à sa place. Et il est au cœur du système, hein, et d'autant plus dans nos métiers. Tu vois, nous c'est pas du tout... Au début, agence de com, je me suis dit, je flippe, hein, l'IA... c'est comme chaque révolution, t'entends tellement tout et n'importe quoi. Puis en fait, non, nous, l'IA, ça nous fait recruter des personnes, en fait. Ça nous fait pas du tout... Et vous avez un pôle IA ? Alors, un pôle constitué de moi et de Timothée, qui est en alternance chez nous et c'est lui qui est quasiment à l'origine de tous les sites full IA. Donc en fait, on teste et on le teste sur nos propres sites et quand ça marche, on le propose à nos clients sur des sujets bien spécifiques que l'institution publique ou des grosses boîtes ne peuvent pas faire ou qu'elles faisaient faire via, entre guillemets, des rédacteurs francophones payés au lance-pierre. Donc, l'idée est de monter un pôle IA, voire même un projet, une boîte IA. Bien sûr. Sur un sujet bien séparé. Bien sûr. Et puis, l'IA, elle peut... en tout cas, chez nous, elle s'est révélée être un excellent assistant événementiel. Oui. Typiquement, ouais, l'événementiel. Sur le gain de temps, la logistique, l'aide à la signalétique, c'est tout bête, hein, mais quand on fait de l'événementiel, on sait combien c'est chronophage. Quand elle est bien paramétrée, c'est assez intéressant à faire valoir. Tu vois, moi c'est marrant, je l'utilise pas du tout comme ça. Ah, c'est rigolo. Donc tu lui demandes quoi, par exemple, sur ce genre de sujet-là ? Je vais sur un événement, j'ai besoin de faire valoir ma marque, qu'est-ce qui peut me différencier, quel type d'outil ou de signalétique je peux utiliser au sein de cet événement-là, avec cette configuration-là, par exemple. Ouais, tu vois, ça m'a donné des idées que je n'avais pas eues du tout, et ça m'a inspiré, sachant que sur l'événementiel, la logistique, c'est quand même, la logistique et la signalétique, c'est quand même l'essentiel pour se faire voir et se faire connaître. Donc non, bien sûr, on ne refuse pas l'IA. On la prend avec grand plaisir, mais on la manipule comme une technologie. Voilà. Ce qui est beau, hein, c'est que même sur des artisans comme vous êtes, je dis ça parce que je vois des parallèles avec des projets parallèles où l'IA elle est totalement mise de côté. Et là, c'est marrant. Même sur un projet comme ça, tu te dis, mais accueillons-la et jouons avec. On lui a donné Pulp à l'IA. Alors, est-ce qu'elle le digère bien ? Alors, elle l'a vachement bien digéré. Et ce qui a été assez marrant, c'est que... Alors, nous, à la com, on est nuls pour se vendre. On est tous nuls, tous les 8. On a vraiment ce point commun-là, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, on produit beaucoup, mais quand il s'agit de valoriser nos savoir-faire et notre expertise, on n'est vraiment pas bon. Mais c'est tout, voilà, c'est aussi ce qui nous caractérise et notre façon de travailler. Donc là-dessus, l'IA a réussi à ressortir ce qu'était Pulp, à le présenter avec en allant puiser la ligne édito et en resservant la traduction de notre pensée sans qu'on soit dans l'autopromotion ou dans le syndrome de l'imposteur ou le complexe mal placé du communicant qui crée, qui veut s'autopromouvoir. Donc l'IA elle a réussi à faire ça, que de cadrer le propos de Pulp et de lui donner une identité, aux médias. Ce qu'on avait bien sûr réussi à faire, mais quand il s'agit de se décrire, on n'est pas forcément les meilleurs, bien évidemment. C'est super dur. C'est très facile de le faire travailler pour les autres et c'est très dur de le faire pour soi. Hein. D'ailleurs, il faudrait qu'on travaille les uns pour les autres. Que nous, on parle des compteurs, que vous parliez de nous, qu'on vous présente et que, franchement, se présenter, il n'y a pas pire. Se vendre, c'est super dur. Donc, t'as jamais le recul nécessaire. T'as beau dire, tu l'as pas. Et t'as toujours tendance à être dans l'exagération ou alors au contraire minimiser ce que tu fais alors que le regard des autres qui est bienveillant autour parce qu'entre communicants on est quand même très bienveillants les uns avec les autres et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le métier parce que c'est pas partout pareil. Tu penses ? Mais comment ? Tu penses que c'est pas partout pareil cette bienveillance La bienveillance dans la reconnaissance du savoir-faire je trouve qu'elle est assez forte dans la com. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement les uns par rapport aux autres. On se compare, c'est pas pareil. Il y a comparaison, mais il n'y a pas de concurrence en soi. Donc, Les destinations françaises sont en concurrence, par exemple, mais les communicants des destinations françaises ne le sont absolument pas. Moi, je n'ai jamais...
Je n'ai que du regard bienveillant par rapport à ce que font mes collègues. Je trouve ça super. Et je pense qu'ils ont le même regard bienveillant envers nous. Chacun a ses enjeux, sa feuille de route. Et les communicants entre eux ne se tirent pas dessus. C'est une règle d'or, mais que ce soit dans le tourisme ou ailleurs. Et je trouve ça assez intéressant. Parce qu'au final, tu peux jamais critiquer. D'abord, tu n'as pas la commande. Tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Tu ne sais pas dans quelles conditions ça s'est réalisé. Tu ne sais pas ce qui était recherché. Donc, tu n'as que le produit fini. À partir de là, tu es comme les autres. Et tu es comme le grand public. Et tu reçois l'information. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce métier-là. C'est qu'il n'y a pas de concurrence. Il y a une comparaison, mais qui est normale et qui est humaine. Mais ça m'inspire, on va te faire pitcher pour les compteurs. Là, on essaye de refaire notre site depuis j'arrive pas à savoir comment présenter le truc. Alors qu'au fond, je le sais, hein, mais c'est marrant. Hein, on est bon pour les autres, a priori, et on est mauvais pour soi-même. Incroyable. C'est très difficile de définir la façon de travailler. C'est pour ça que cet exercice aujourd'hui est extrêmement difficile. Et quand tu seras l'invité de ton prochain podcast, du coup, c'est très compliqué parce qu'on ne fait pas tout avec cette conscience-là et cette analyse-là. C'est beaucoup d'élan, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de créativité, beaucoup de rencontres, d'opportunités. Et ce n'est pas forcément... moi, je ne crois pas à la stratégie super définie, carrée, qui ne bouge pas et qui n'est pas définie par les changements, en fait. C'est impossible. La stratégie, elle bouge, elle est mouvante, et c'est ça qui est cool. Ça permet d'aller de l'avant et de ne pas s'endormir. Et puis, je pense que ça dépend aussi du profil. J'en ai certains où ils ont besoin de cadrer, de mettre une stratégie, de poser. Je pense qu'on a ça en commun, d'être des instinctifs. Oui. Donc, tu sens le truc sans forcément savoir le rationaliser. Mais en même temps, ça porte son nom, quoi. C'est dans l'instinct, c'est dans les tripes. Et bien sûr. Moi, j'ai pas de plan à 10 ans, mais pourtant, je sais où je veux aller. Oui. Et je me dis souvent, ma stratégie, je m'entête dans ma stratégie jusqu'à temps que le vent change. Parce que le monde change tellement vite que j'ai pas du tout d'animosité ou d'ego à changer vite, de contrebraquer si je sens qu'il faut le faire. Mais oui. Et par contre, je m'entête tant que je n'ai pas ce contre-vent qui m'y emmène. Bien sûr. Moi, je suis un peu pareil. Et puis, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui marchent à l'instinct. Et puis, ces gens qui marchent à l'instinct, il faut absolument qu'ils soient accompagnés de gens méthodiques, rigoureux, qui marchent avec des tableaux de bord. Et là, je pense à des membres de mon équipe qui sont extrêmement précieux dans ma vie au quotidien, qui parfois me rappellent à l'ordre parce que c'est quand même un peu le bordel, mais c'est organisé. Hein. C'est un bordel organisé. Et c'est une façon de réfléchir que j'admire. Parce qu'ils sont tout aussi créatifs, en fait. Mais c'est une façon de réfléchir que j'admire parce que c'est aux antipodes de ma façon de fonctionner. Et c'est ça qui est chouette, c'est que ça donne vraiment lieu à des idées, la plupart du temps, vraiment perchées, quoi. Pour le coup, c'est pas du tout une preuve de rigidité. Ce sont des gens organisés, enfin. Ils sont bien dans les équipes com. C'est ce que j'allais te dire, non seulement pour les idées, et puis pour exécuter l'idée, parce que c'est ça qui est aussi important. La mettre en place, rappeler à l'ordre. Moi, j'ai des maîtres du temps. Je pense que c'est une équipe, c'est un ensemble de personnes qui se complètent. Choisir des gens qui me ressemblent, ça n'a aucun intérêt. Je suis bien d'accord. Mais d'avoir d'un coup cette complémentarité, cette différence qui va faire qu'il y en a un qui fait un tableau Excel quand toi, tu es en train de dessiner des fleurs sur ton cahier, c'est ça qui crée l'effervescence d'une équipe aussi. Je ne sais pas si tu parles de ton équipe ou de la mienne, là, mais oui. Je pense qu'on a tous un peu les mêmes composantes d'équipe. Et c'est ça qui marche, de se dire, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes façons de faire qu'on n'arrivera pas au même point d'arrivée. Au contraire, on le dépassera même. Ouais, puis ça apprend aussi la résilience parce que justement, les autres sont différents. Si maintenant, moi, j'arrivais avec une idée et que tout le monde me disait « Ouais, vas-y, Marielle, super, on y va, on va tous dans le mur. On y va en courant, et on réfléchit pas et on se pose pas, d'accord ? On monte dans le TGV et on se pose pas. » Bon, ça serait pas super intéressant. Or, là, t'as une idée, tu la soumets et là, tu te dis, bon, ça y est, elle est posée, elle est en train d'être digérée, elle est analysée par plein de personnalités différentes et tu te rends compte de plein de choses auxquelles tu n'avais pas pensé et ça vient nourrir au contraire tes arguments, ta stratégie et l'idée en question. Donc, c'est hyper riche. C'est du débat. Le débat, ce n'est pas des engueulades. Hein.
le débat est utile et fondamental dans une équipe. Mais je me dis même la dispute au sens noble, hein, pas l'engueulade. Oui. Non, le débat. Bien sûr. Ah, nous, on en a eu. Tu vois, la dispute. Bien sûr. Pas le débat, mais vraiment l'ajoute d'idées. J'adore ça. Bien sûr. Ouais. Et puis quelqu'un qui va claquer une porte comme dans un théâtre de boulevard. Non, on le fait pas, nous. On devrait le faire, ça. Nous, on a eu 2-3 claquements de porte, ce qui est peu en l'espace avec cette équipe de Gironde Tourisme, mais ce qui est peu en 6 ans quand même, 2-3 claquements de porte. Mais à chaque fois, c'était un peu... d'ailleurs, je crois que j'ai été à l'origine d'un ou 2 claquements de porte sur les 3. Voire des 3. Mais à chaque fois, c'était aussi parce que, justement, on ne s'écoutait pas, parce qu'on ne peut pas s'écouter tout le temps. On n'est pas non plus dans un monde de bisounours, on a tous nos problèmes, on ne s'écoutait pas. Et quand ça saoule, ça saoule. Donc voilà, moi, c'est plutôt mon côté extraverti. Je pars au théâtre ce soir et je claque la porte et je m'en vais cheveux au vent. Et je la claque très fort pour qu'on m'entende bien. Et j'ai aucune rancune. Et personne n'en a par ailleurs. Parce que c'est une joute d'idées. Je suis pas d'accord avec toi. Oui, mais voilà. Et ça monte. Et c'est ça qui fait le sel de la créativité aussi. Et puis après, vivre avec ses collègues tous les jours, non-stop, plus parfois qu'avec sa propre famille. C'est déjà un défi en soi. On se voit plus que... Mais oui. On est parti en tournée, on a l'impression de partir en vacances ensemble. Hein. Ben, bien sûr. C'est exactement ça. Il y a des moments où on vit comme une famille. Une famille, elle s'engueule. Hein. Bon, voilà, elle n'est pas toujours d'accord. Mais c'est ce qui fait aussi la solidarité, la force derrière et la résilience et puis l'acceptation de la différence. Hein. Donc, nous, c'est comme ça qu'on s'est construit. On est tous extrêmement différents. Mais c'est tous. Beau, hein. Ouais. Et complémentaires. Tu vois, quand tu dis ça, je me dis, ouais, en fait, nous, on est 25, donc c'est marrant. Vous êtes 25. On fait pas des équipes projets de 25, c'est pas possible. Ouais. Donc, on essaie de au travers du podcast, des autres sites qu'on est en train de mener, on arrive à recréer ces petites équipes. La petite difficulté qu'on a, nous, c'est des projets en dehors. Donc, en fait, en dehors de l'agence, en dehors. Complémentaire à l'agence. Donc, c'est d'abord l'agence, bien sûr, et ensuite le temps d'après. Mais alors que ces projets-là, c'est là où on s'éclate le plus. Bien sûr, évidemment. Je crois que le temps passe à une vitesse, il est 19h. Non, il fait nuit. Il faut rentrer chez vous, madame. D'accord. Un taxi, vous attendez. C'est ça. Mon Uber est parti. Non, mais je vais manger un bonbon et puis ça va bien se passer. On a un lit de camp, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Parfait, les compteurs. Tu disais, je m'inspire beaucoup des choses hors tourisme. Oui. C'est quoi tes inspirations Tout. Encore une fois, c'est aussi cette culture généraliste qui peut aller du graphisme, du design, en passant par les codes de marques de mode, de presse, de romans, de cinéma, de rencontres, d'inspiration. Je m'inspire de tout. Je suis toujours à l'affût. Je prends le temps d'écouter, de rencontrer les gens quand ça se fait, mais je peux avoir un déclic à n'importe quel moment et le fait d'être, je pense, curieuse sur un spectre très large fait que je vais chercher aussi peut-être des codes autres que ceux du tourisme propre, parce que le tourisme a ses propres codes aussi, malgré tout. Je réfléchis il y a une notion en marketing à ça, c'est ce qu'on appelle le T-shape, la forme de formation en T, c'est-à-dire que tu prends ta base le T à l'envers, très très large, et tu arrives à tout synthétiser pour monter en expertise sur un sujet. Et je pense que même nous, tu vois, c'est ce qu'on essaye. C'est pour ça qu'on est que dans le tourisme. Oui. On s'inspire de partout, mais on met toute cette énergie dans le tourisme. Je pense que c'est beaucoup plus puissant à la fin. D'autant plus que ta base est forte au départ. Bien sûr, et toujours avoir ce socle super fort. Mais c'est d'autant plus puissant à la fin que tu vas chercher, tu vas enrichir les codes du tourisme au final. Et tu vas aussi chercher l'appropriation populaire. Bien souvent, avec l'équipe de la com, que je cite donc beaucoup, mais nous réfléchissons ensemble, on travaille sur la notion de vacances et pas de tourisme. Le tourisme, c'est une définition professionnelle de nos métiers. Mais la réception, c'est les vacances. Les vacances, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est le fun, c'est le lâcher-prise, c'est le sourire, l'enthousiasme, l'apéro. On n'a pas tout le temps besoin de faire une activité, on a aussi envie de rester peinard et de profiter. Et c'est
la fabrique à souvenirs qui va faire le résultat de ton expérience sur une destination. Et donc, revenir au sens des vacances, je pense, a son importance. Comme le côté sortie. Le mot sortie, il est hyper intéressant parce qu'il est large. Il est à la fois dans l'agenda, mais il est aussi dans la sortie culturelle, dans aller voir un match de rugby, d'un coup aller voir un comédie club, comme on disait tout à l'heure chez Gina, tu vois. Enfin, la notion de sortie, elle est extrêmement large et elle répond à une attente tout autant des Girondins que des touristes en séjour. Donc, travailler aussi le vocable, c'est pouvoir orienter sa stratégie de com différemment. Et je trouve que quand on parle tourisme, on a tendance à s'enfermer justement dans ces codes-là, alors que les vacances, c'est beaucoup plus que ça. C'est lié à l'affect, c'est lié... C'est pour ça que dans Pulp, on est proche de l'oralité. On s'adresse à des gens qui ont envie de se détendre, en fait, et qui ont envie de lâcher prise avec leur quotidien. Donc, la forme a tout son sens là-dessus pour montrer qu'ici, tu peux être tranquille et détendu. Et je trouve que c'est important de revenir au sens des mots. Voilà. Faudrait presque finir là-dessus. Je sais pas. Elle a tout coupé, Laura. Elle a tout coupé, Laura ? Non, je crois qu'il n'y a qu'une seule caméra. Non, elle s'arrête toutes les demi-heures. Et ça fait 5 fois qu'elle y va, donc je me demande combien de temps on a duré. Si je devais inviter, tu dois me citer le prochain invité au podcast. Dans le secteur tourisme, voyage, viticole, très large du voyage. Je dois te citer un acteur du voyage. Qui mériterait ou qui serait intéressant d'interviewer pour ce podcast. Oh, c'est une bonne colle. Alors là, tu vois, j'ai l'impression que je colle tout le monde en plus à chaque fois, mais je devrais prévenir. On va prévenir la prochaine fois. Je sais pas, j'aimerais bien que tu invites Leland parce que c'est nos voisins, parce qu'on a une communication océanesque commune, qu'ils ont une communauté de malades mentales, qu'ils arrivent à toujours se régénérer et ils m'intriguent beaucoup. Et j'ai jamais pris le temps en 6 ans d'aller les rencontrer. Et du coup, s'ils viennent, je veux bien que tu m'invites en guest, non pas pour être présente évidemment sur les podcasts, mais pour boire un café avec eux derrière. Baptiste, Leland. Ouais. Parce que je trouve que c'est un territoire qui a réussi à se définir. Et je les trouve plutôt intrigants en termes de communication. Ils sont restés dans les codes... ils sont restés dans les codes du tourisme, mais ils ont réussi à se définir. Et je trouve ça intéressant de rencontrer des voisins. On n'a jamais le temps de se rencontrer. Donc, les Landes. Ceux qui nous ressemblent le plus, mais qui n'ont pas Bordeaux. Donc, on ne peut pas tout avoir. Mais ouais, eux, ça m'intéresse. Je trouve qu'en termes de com, ils sont... c'est fort ce qu'ils font. Ils sont très forts et ils sont forts... Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Ils sont forts aussi... ils sont forts sur la communication aux pros. Oui. Sur la partie communication aux pros, on n'en a pas parlé. C'est fondamental dans le tourisme. C'est trop maltraité. Et donc, en stratégie pro, il m'intéresse aussi. J'ai envie de t'en parler. On a des projets avec eux, mais je peux rien dire. Je ne sais pas, la petite bête. Oui, mais le podcast va s'éteindre et vous allez m'en parler, n'est-ce pas ? Tout en mangeant des bonbons. Merci les compteurs. Merci beaucoup, Marielle. Merci pour tout. Avec plaisir. J'ai hâte que ça sorte et qu'on voit tout ça. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt, bien sûr. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.